Bonjour auditeurs d'ODH TV, je suis Marilyn, reporter des Alpes-Maritimes. Aujourd'hui un matin très particulier. Pour une fois, l'émission ne commencera pas au sol, elle se fera en vol au-dessus de l'Ohio, aux États-Unis. Bonjour, je suis Gilles Thomas, créateur d'ODH TV. Bonjour, je suis Rémi Fauchereau, reporter d'ODH TV pour le département de l'Yonne. Cette émission est divisée en 3 parties. Commençons par les informations importantes de cette édition. 2017 vient de commencer. ODH TV rentre ainsi dans sa 11e année de diffusion, 12e si on prend en compte la première vidéo aux rencontres ufologiques européennes de Châlons-en-Champagne. Bienvenue donc à vous autres, auditeurs, ufologues, témoins, astronomes pour la suite de l'aventure. Et je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017 et également souhaiter un joyeux anniversaire à l'ufologie contemporaine puisque cette année elle fête ses 70 ans. Alors bonne année d'abord pour ODH TV et surtout pour mon ami Gilles Thomas. Voilà, je pense bien fort à lui et je lui souhaite tout le succès possible. Alors, nous sommes actuellement en 2017 et donc 2017 marque l'anniversaire de l'ufologie dite contemporaine, puisque le premier cas, pour l'ufologie contemporaine est 1947, avec les observations déjà du 24 juin de Kenneth Arnold et ensuite donc le crash de Roswell. Alors Rémi Fauchereau, toi qui es ufologue et président de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens, comment vois-tu donc ces 70 ans de l'ufologie? Je pense qu'il serait intéressant d'en faire une grande manifestation, comme on a fait référence à 2 cas américains, que cette grande manifestation sous forme disons, de reportage médiatique, très médiatisé, au niveau de la presse parlée, de la presse vidéo et de la presse écrite, parce que l'ufologie concerne toute la planète. Et donc cette année, ça fait l'ufologie dite contemporaine, donc 70 ans. Et est-ce que Rémi, en 70 ans, tu trouves qu'on a avancé dans l'ufologie, dans l'étude des ovnis? On n'a toujours pas la finalité, on ne sait toujours pas. Il y a eu une évolution du phénomène ovni par lui-même, mais on ne sait toujours pas la finalité de tout ça. On se pose toujours un peu autant de questions. D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? On constate, on a des témoignages, on n'a que des témoignages, et le phénomène est toujours quasiment aussi insaisissable. On a avancé, c'est sûr qu'on a avancé un petit peu, mais on a avancé, je dirais sans avancer, quoi. Sans avancer beaucoup. Alors, on a avancé dans le sens théorique où certains ont compris l'extrême complexité du phénomène, en relation avec l'incommensurabilité dont j'ai parlé hier. Mais pour le reste, on n'a pas tant avancé que ça. On aurait même plutôt un peu régressé, je trouve. Parce que pour avancer, il faudrait des gens qui... Je ne dis même pas des ufologues, mais c'est un terme un peu trop couru maintenant. Mais des gens s'intéressant à ça, qui aient un certain niveau, une certaine connaissance du dossier, et surtout une certaine mémoire de ce qui s'est passé, des idées, de la structuration de ce phénomène, de ce que c'est qu'une caractéristique, de ce que c'est qu'une anomalie, de quelle est la différence entre les deux, et de quelle conclusion, à quelle conclusion ça peut nous amener. Or, sur ce que j'observe, c'est pas le cas. Ça va même un peu à l'envers, puisque on n'est plus dans une situation où le terrain est quadrillé, maillé par des spécialistes qui sont sur le terrain justement pour faire remonter l'information. Alors après, on se plaint que le phénomène a baissé d'intensité, mais peut-être, mais est-ce que c'est pas le maillage du terrain qui laisse à désirer aussi?
Les gens qui voient quelque chose, d'abord, est-ce qu'ils ont envie de parler pour avoir des ennuis? Et est-ce qu'ils ont à qui s'adresser de sérieux? Et c'est quand même la base de ce qu'on appelle l'ufologie, ça, cette remontée d'informations. Donc c'est là qu'il faut s'interroger, à tous ces ufologues. Qui connaît les caractéristiques du phénomène? Qui est capable de te faire une analyse dessus? Qui a tiré les conséquences de tout ça? Alors voilà les questions qui sont importantes. Théoriquement, oui, on a quand même progressé dans la connaissance de certaines choses. Mais sur l'observation pragmatique du terrain, je dirais, on peut s'interroger quand même. Good morning, Colette. Good morning. Comment est perçu le phénomène OVNI aux États-Unis? It's very popular, but very hush-hush. Many people don't talk about it, but you know it's there. You see it in the news, on TV, and quite a few other media too. But most of the time, the government doesn't really like you to talk about it. You believe? Oh wait, yes. I believe that there's intelligence outside of this world, or yes. To believe that there's not something more intelligent, I believe, is not logical. To think that this is the only intelligent life that's out there. I believe there has to be many more, maybe not the way we look or the way we talk or speak, but different types of intelligent life out there. Passons à présent à la deuxième partie de cette édition, l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Au Canada, le 19 novembre, en Colombie-Britannique, à Victoria, observation d'un OVNI de forme ovale et de couleur orange. Le 21 novembre, en Colombie-Britannique, à Victoria, observation de boules de lumière dans le ciel. Le 5 décembre, dans le Saskatchewan, à Regina, observation de 2 boules de lumière de couleur bleue. Le 5 décembre, dans l'Ontario, observation pendant 5 à 7 minutes d'une boule lumineuse de couleur blanche verte dans le ciel. En Angleterre, le 28 novembre, à Birmingham, observation d'un OVNI en forme de diamant. Aux Pays-Bas, le 28 novembre, à La Hague, observation de boules de lumière. En Afrique du Sud, le 11 décembre, à Cape Town, observation d'un disque volant de couleur blanc. En Malaisie, le 24 novembre, à Johor, observation d'un disque volant de couleur bleu-vert. En Australie, le 23 décembre, à Melbourne, observation de boules de lumière. Et en Nouvelle-Zélande, le 17 décembre, à Auckland, observation d'un triangle volant composé de 3 boules lumineuses à chaque angle. Depuis 1947 jusqu'au 22 décembre 2016, il y a eu 3254 rapports d'observation d'OVNI dans l'état de l'Ohio. Good morning. Good morning. Michelle. How are you? I am fine. Est-ce que les médias en parlent souvent? Sometimes, on occasion, they will talk about it. I think you will see it more on the internet from people tweeting and commenting on what they've seen. Television, not so much. Occasionally, we have a NASA channel. Les observations sont essentiellement des rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Il y a eu de nombreuses rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non, avec la présence d'une ou de plusieurs entités en vert sur la carte. Ainsi, dans cet épisode, je vais vous faire part des cas les plus remarquables et emblématiques de l'état de l'Ohio. 1 year ago, in southern Ohio, they had talked about some people having sightings. Of course, UFO doesn't mean alien, it just means unidentified. Le 1er juillet 1991, dans la région de Troy, ou Troyes, à midi, un père et sa fillette de 12 ans ont repéré un gros objet brillant argenté à 15 ou 20 degrés au-dessus de l'horizon. L'objet avait la forme d'un crayon ou d'un cigare, et se situait à approximativement 750 mètres de distance. Les témoins sont familiarisés avec les appareils de l'aviation civile, puisqu'ils habitent à 18 km de l'aéroport de Dayton-Cox. Ils décrivirent l'objet comme étant 4 fois plus long et 2 fois plus large qu'un avion de ligne normale, mais sans queue, sans ailes, sans hublot, et surtout silencieux. L'objet était lisse et brillant, à l'exception de 2 zones plus sombres ou plus grises. Au moment où le père voulut aller chercher sa caméra vidéo, l'objet disparut dans un éclair vert.
Le lendemain matin, une escadrille de 5 hélicoptères verts de l'armée vinrent patrouiller dans le secteur, notamment juste au-dessus de la maison des témoins. Le cryptozoologiste Loren Coleman indique qu'il a visité et interviewé des habitants des régions marécageuses du lac de Charles Mill, Mansfield, Ohio en 1975. Il a appris que plusieurs témoins ont observé, le 28 mars 1959, un humanoïde de 2,10 m de haut, semblant dépourvu de bras, avec des yeux verts, qui est sorti du lac et a laissé des traces qui ont ressemblé aux équipements portés par des plongeurs. Voilà encore un cas de rencontre rapprochée du troisième type sans apparition d'OVNI qu'on pourrait classer aisément dans la cryptozoologie. Le journal Cincinnati Post and Time-Star a rapporté le 29 janvier 1959 que le standard de police a reçu des appels de 2 hommes différents du côté de New Richmond. Le premier homme a dit qu'il a vu un objet à environ 4 miles de New Richmond dont il a dit qu'il ne pouvait pas le décrire. Le deuxième homme, quant à lui, est un conducteur de camion en route vers Indianapolis. Il a appelé d'une station-service sur l'avenue de Kellogg, près du pont de la Little Miami River, après avoir dépassé Mount Washington vers Cincinnati. Il a dit avoir vu monter hors de l'eau quelque chose qu'il ne peut pas décrire et qu'il n'a jamais vu avant, et que tout ce qu'il veut, c'est filer d'ici et arriver à Indianapolis. La police est alors allée inspecter les lieux et n'a rien trouvé. Le journal indique que les gens du coin et la police ont pensé que l'homme avait pu être abusé par quelque chose flottant sur l'eau, par exemple, que la nuit, et avec le vent qui soufflait, les possibilités de méprise ne manquent pas. Plus tard, l'affaire est néanmoins apparue dans des livres et catalogues d'observations de Bigfoot, avec une erreur de date et des détails ajoutés comme par exemple des tentacules de la créature qui proviennent en réalité d'autres observations qui se sont trouvées mélangées indûment à celle-ci. L'international UFO Reporter du QFOS aurait rapporté que le 23 mai 1978, à Cincinnati, à 1h18 du matin, une femme de 26 ans conduisait sa voiture dans le centre-ville. Alors qu'elle s'arrêtait à une intersection, elle a vu un homme de 5 pieds et demi de haut approchant son véhicule. Il n'avait ni nez, ni cheveux, ni oreilles, ni bouche. Il avait des yeux comme des fentes, des gants intégraux et une cape noire. La femme a accéléré pour s'éloigner quand le feu de circulation l'a permis. Voilà encore une rencontre rapprochée du troisième type sans apparition d'OVNI. Alors dans ce cas-là, est-ce une méprise avec un passant ou est-ce une apparition ectoplasmique? Là est la question. Le cas qui va suivre est une rencontre rapprochée du troisième type sans apparition d'OVNI. Ainsi, un matin du mois de mars 1955, du côté de Branch Hill, vers 4 heures, un homme était en route pour rentrer chez lui, lorsque les phares de sa voiture éclairèrent 3 silhouettes qui paraissaient agenouillées au bord de la route. L'homme pensa que quelqu'un pouvait être blessé, aussi stoppa-t-il pour proposer son aide. Il se rendit alors compte avec stupeur que les individus n'avaient rien d'humain. C'étaient des êtres d'environ 90 cm à 1 mètre de haut et de couleur grisâtre, y compris leurs vêtements, qui semblaient être ajustés et se tendaient sur une poitrine de guingois qui paraissait anormalement forte sur le côté droit et protubérante de l'épaule à l'aisselle. À cette partie bulbeuse pendait un bras effilé qui paraissait beaucoup plus long que le membre opposé. Les jambes et les pieds des créatures n'étaient pas visibles car cachés par les buissons. Mais le témoin eut l'impression de quelque chose d'ensaché. La tête des entités lui rappela une face de grenouille, une face lisse et grisâtre avec une bouche réduite à une simple ligne. Les yeux paraissaient normaux, mais sans sourcils. Le nez était presque inexistant et le sommet du crâne donnait l'impression d'une chevelure peinte, constituée, semblait-il, de rouleaux de graisse, courant horizontalement depuis le dessus des yeux, autour de la tête entière. L'homme sortit malgré tout de son véhicule, car il voulait voir les créatures de plus près. Mais au moment où il arrivait au niveau du pare-choc, l'un des êtres fit un geste dans sa direction, comme s'il lui intimait l'ordre de ne pas approcher davantage. Puis, le témoin parut perdre conscience de ce qu'il se passait, car il se retrouva, sans savoir trop comment, au volant de sa voiture. Ce témoignage est très intéressant, car cela pourrait ressembler à une créature cryptozoologique qu'il y a dans cet état, qui est la grenouille de Loveland. Selon les différentes bases de données d'observation d'OVNI aux États-Unis traitant de l'état de l'Ohio, que ce soit le MUFON, le NUFORC ou UFO Stalker, comme vous voyez sur la carte, il y a plusieurs zones qui se détachent, notamment le secteur de Columbus,
Cincinnati, Cleveland et le lac Erie, qui est une zone dite sensible. Je tiens à remercier nos amis et partenaires, ufologues et passionnés d'OVNI américains, pour nous avoir transmis ces témoignages assez particuliers. Je remercie Marilyn pour ses nombreuses vidéos qu'elle a tournées aux États-Unis en 2016. Dans la prochaine édition de Matin OVNI dans le monde, je vous partagerai une deuxième étude sur les observations d'OVNI en Toscane, Italie.